Salut à tous, bienvenue dans Les Yeux dans les Jeux, l'émission consacrée aux sportifs azuréens et à leur préparation pour les Jeux de Paris 2024. Avec moi pour ce deuxième numéro, il est toujours à mes côtés en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Et puis on a en face de nous notre deuxième invité de cette émission, c'est Frédéric Daget, il est niçois, il est licencié au Nice Côte d'Azur Athlétisme. On parle d'un septuple champion de France du lancer de poids et également un recordman de France. Salut Fred. Salut, enchanté d'être là. Merci d'accepter cette invitation. Pour commencer, c'est Romain qui va nous faire une courte présentation de toi. Donc Frédéric, Christopher vient de le dire, 7 fois champion de France de lancer de poids. Tu as 30 ans, tu es né dans le Loiret. C'est ça. Et tu es arrivé à Nice en 2013. Donc ça fait 10 ans maintenant que tu es niçois au club. Donc cette passion pour le lancer de poids, elle vient de loin. Hein. Donc après des débuts en natation, tu t'orientes rapidement à 12 ans sur le lancer de poids. C'est une espèce de révélation. Donc c'est Jean-Pierre Orbati qui est ton premier prof de cette discipline-là. Et rapidement, les résultats sont là parce que tu avais déjà le gabarit pour et puis tu t'es entraîné en conséquence. Tu obtiens les records de France dans toutes les catégories de jeunes. C'est vraiment le cas? C'était une révélation pour toi, cette discipline? Honnêtement, oui. Je dirais même, c'était un coup de foudre un peu quand je suis arrivé sur le stade, parce que finalement, j'étais vraiment passionné de sport de force. Voilà, tous les posters de Arnold Schwarzenegger, tout ça, machin. J'étais vraiment axé là-dessus. Et si tu veux, quand je suis arrivé sur le stade et que j'ai vu Jean-Pierre lancer, voilà, là dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Tout simplement parce qu'en fait, là, ça permettait d'allier une force physique assez importante à un geste technique pour produire une performance. Et dans ma tête, ça a bien matché de suite. Ok. Et tu dis, à cette époque, ton idole jeunesse, c'est Gaëtan Bucky, qui est un lanceur de poids. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. C'est vraiment Gaëtan. C'est un multiple champion de France, déjà. Ouais, et puis c'est un mec en or. Il est tellement gentil. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais tout jeune... 13 ans, donc j'accompagnais Jean-Pierre, vu qu'il a quand même été vice-champion de France, derrière Gaëtan, justement. Gaëtan, je le regardais avec des yeux grands comme ça, était toujours une petite photo à prendre avec lui, toujours un petit mot gentil, même en grandissant, après avec les records de France, on a toujours eu un bon contact, et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, c'est une des premières personnes, d'ailleurs, que j'ai appelé quand j'ai battu le record de France senior, pour discuter avec lui, parce que... ça a été, j'ai suivi ses traces, un peu comme Yves Niaret, qui était recordman de France avant moi. Et chose rare, tu battras ton idole en compétition. Et championnat de France 2016. Ouais, voilà. De quelques centimètres, mais tu le bats. C'est vrai. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là, justement? Après, il était toujours dans la course, donc en vrai, c'est... Franchement, j'ai même pas noté le moment, en fait. Je pense que j'ai juste profité d'un beau concours où j'avais à peu près les armes, du coup, pour me battre contre lui. Et puis... en tout cas, c'est un moment qui est marquant parce que c'est pas un peu tuer le père, mais en tout cas, c'est se dire, ok, j'ai passé un cap. Ouais, il y a une prise de pouvoir, on peut le prendre comme ça, parce que ça reste une compétition. Donc même si c'est un très bon ami, même si demain il reprenait, l'objectif, c'est forcément, quand tu fais de la compétition, c'est de battre les autres, quoi. Donc, voilà. Ouais. Alors, tu prends une décision forte il y a 10 ans, c'est de rejoindre Nice. Et après les Jeux de la francophonie, c'est toi-même qui sollicite un rendez-vous auprès du président c'est ça. du NCAA, Michel Loury. Exactement. Ouais. Et pour quelle raison ce changement de vie? En fait, pour essayer de contextualiser un peu le truc, là, c'est que j'avais une vie un peu perso, un peu compliquée. Voilà, donc au bout d'un moment, on cherche un peu à s'évader. J'avais mon meilleur ami, je dirais même mon frère de cœur avec qui j'ai grandi, en fait, qui habitait pas très loin. Donc je suis parti le rejoindre, en fait. J'étais en coloc avec lui. J'avais les Jeux de la francophonie. Je suis arrivé sur le stade de Nice que je trouvais super beau. Le cadre, quand on vient de Montargis, c'est pas que c'est pas bien, mais si tu veux, c'est pas la même chose. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de rester ici, en fait. Et le club de Nice était un gros club. Je les ai sollicités, et si tu veux, j'ai été très très bien reçu, quoi. Alors Michel Loury, c'est quelqu'un qui d'entrée de jeu, c'est pas qu'il était pas intéressé, mais en fait lui il avait besoin de savoir quel projet c'était, donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était très sérieux, quoi. Voilà, il m'a trouvé un emploi, j'entraînais les jeunes, ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'entraîner. Enfin, il y avait vraiment un côté, une belle structure dans tous les domaines, quoi.
Et là, tu retrouves Jacques Pelgas, qui est un entraîneur chevronné, puisqu'il avait entraîné Laurence Manfredi, qui a fait 2 participations aux Jeux Olympiques, et plein d'autres choses. Plein d'autres. Donc, c'est aussi ça qui te permet de franchir un cap. Totalement. C'était une belle continuité, en fait. J'ai eu la chance, clairement, de pouvoir être son athlète avec Lolason, avec plein d'autres athlètes. Mais voilà, il m'a emmené un niveau au-dessus. On s'est compris au niveau de la technique. Voilà, on a bien évolué ensemble. D'ailleurs, on a été chercher un record de France très peu de temps après. J'arrive en fin 2013, début 2014, je prends le record de France espoir au championnat de France élite. Et puis derrière, on fait un beau chemin. Donc, non, c'est... Donc c'est ça, Nice... véritablement, tu prends ton envol, 7 titres de champion de France consécutifs, une participation au championnat d'Europe et ce fameux record de France. Ouais, il était attendu celui-là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça faisait longtemps que surtout que ça fait très longtemps que j'étais capable de le faire. Ouais. Mais malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas facile pas des grosses blessures, mais voilà, la vie d'un lanceur de poids, malheureusement, c'est pas que du lancer de poids. Donc des fois, on fait comme on peut. Donc c'était tu le prends aussi à Yves Niaret, qui est malheureusement plus de ce monde. Et oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui a une valeur, quoi. Ah bah totalement, ça me donne des frissons quand tu le dis, parce que son papa est toujours sur le stade, il entraîne encore beaucoup d'athlètes puis que c'est quelqu'un qui a emmené, comme Gaëtan Bucky, comme ceux d'avant, qui a emmené le poids à un autre niveau. Voilà, il a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe en salle, il a été aux Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, c'était Niaret et Bucky, les deux. Enfin voilà, donc oui, c'est pas anodin de battre son record. Ça a été quelque chose de très fort, bien au-delà de la performance, parce qu'en soi, la performance, elle est belle, mais elle est, par rapport à ce que je suis capable de faire, elle est pas anecdotique, je vais pas exagérer, mais voilà, on est loin de ce qui est du potentiel. Mais par contre, elle est sentimentalement, il était assez fort ce record de France, bien plus que les autres. Ouais. Alors en septembre 2022, tu décides d'arrêter ta carrière. Ouais, alors c'est compliqué de dire d'arrêter ou de faire une pause. On a plus de 12 ans, on fait pas des breaks. Donc j'arrête la carrière tout simplement parce que j'avais un projet avec ma femme. Voilà, on cherchait à avoir un enfant et ça nous a pris du temps, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Ça devenait assez compliqué de tout gérer et à un moment donné, il y a des priorités. Et là, en fait, voilà, la priorité, clairement... c'était la famille, et d'ailleurs ça s'est arrivé. Voilà, aujourd'hui on est des parents très heureux et c'est ce qui fait aussi que je me suis senti... ça m'a manqué, concrètement. Voilà, donc là, il y a quelques semaines, tu annonces ton retour. Ouais. Alors, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, en fait. Ouais. C'est ça le truc, en fait. Okay. C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est juste que j'ai un petit peu détaché le côté compétition, le côté fédération, le côté... voilà, je m'entraînais tous les jours. Ça n'a rien changé, clairement. Du lundi au samedi, j'étais à l'entraînement parce que ça reste un besoin pour moi et une passion. Mais par contre, je me suis... la priorité, c'était de la famille, ma femme, voilà, tout ça. Et donc, une fois que maintenant ça s'est fait, maintenant j'arrive à reprendre la décision en accord avec ma femme, parce que ça reste quelque chose qui est assez lourd au quotidien, une préparation olympique, même avant, je veux dire, c'est quelque chose qui est très prenant, donc voilà. Par rapport justement à ces jeux, maintenant il va falloir s'y qualifier. C'est ça. Alors en athlétisme, il y a ce qu'on appelle des minima, c'est une marque à effectuer pour pouvoir participer ensuite aux Jeux Olympiques. Exactement. Tu as un record qui est de 20,75 m. C'est ça. Les minima sont fixés à 21,50 m. C'est ça. Est-ce que tu te sens concrètement capable d'aller atteindre une telle barre, en tout cas, une telle marque, ou est-ce que ça va pour toi être peut-être compliqué ? Comment tu te sens là, alors que tu reprends tout juste ? Alors, effectivement, tu l'as dit, il y a deux façons de se qualifier. Il y a ce qui demande, la distance. Il y a le ranking aussi. Et après, il y a le ranking. Moi, le ranking, alors, c'est pas que j'ai fait une croix dessus, loin de là. Mais en ayant pris une pause d'1 an, concrètement, je suis sorti du truc. Donc, je me fixe sur les minima. Et même avant ça, de toute façon, dans ma tête, c'est les minima qu'il faut faire. En fait, pour bien expliquer, le ranking, c'est qu'en fait, c'est un classement mondial. Ouais. Et selon où on se place dans ce classement, même si on n'a pas fait les minima, on peut il y a un nombre être de points, repêché, etc. Qui fait que, exactement. Il y a deux classements, en fait. Le classement des perfs et le classement des points. Voilà. Tu te fixes donc sur ces 21,50 m. Ouais, mais même avant ça, j'ai toujours été un mec dans sa tête. Je me dis, à un moment donné, s'il nous demande une distance à faire, c'est celle-là qu'il faut atteindre. Quand j'ai pas été au jeu en 2021, j'avais un petit espoir parce qu'il manquait pas grand-chose pour le coup. C'était 21,10 ou 21,15. Mais à un moment donné, j'ai pas fait les minima. C'est comme ça. Dans ma tête, c'est 21,50, c'est l'objectif à atteindre. Et pour être honnête, je les visualise très très bien, quoi. Bon, j'ai pas de doute là. Enfin, c'est peut-être prétentieux, mais au vu, par exemple, quand j'ai fait le record de France à 20,75.
c'était juste une libération d'avoir au moins sorti à peu près bien un G. Maintenant, quand je le regarde techniquement, je me dis, mais c'est monstrueux la marge. À ce moment-là, tu améliores de 40 cm à peu près ton record. Ouais, mais sauf que des G à 20 mètres et quelques, j'en ai fait, mais un paquet, quoi. En fait, à un moment donné, je suis un peu bloqué à cause d'une technique due à mon changement de la translation en rotation. Voilà, il y a mes vieux démons qui me suivent, qui pas m'empêchent, mais qui me freinent un peu psychologiquement. Il faut que j'arrive à passer outre. Donc, et là, clairement, on a attaqué un travail assez conséquent là-dessus. Alors les minima, ils sont passés de 19,80 Rio, 21,10 à Tokyo, à 21,50. Comment on t'explique cette augmentation ? C'est quoi ? C'est les grands champions de ce sport qu'on fait qu'aujourd'hui... Moi, j'ai le même âge que le recordman du monde, là, donc Ryan Cruiser, là, qui pousse le poids très, très loin. Car même au championnat du monde, là, il était blessé, il fait quand même 23,50 m. Derrière, en fait, il a amené, depuis Rio, en fait, il a amené... le poids à un autre niveau. Il y en a pas mal qui ont suivi, et je dirais qu'il y a une espèce de... Il y a comme, le fitness, la musculation, il y a eu un énorme essor, moi je trouve, depuis ces 10 dernières années. Et pour moi, tout ça, ça a eu un impact en fait dans certains sports de force. Ouais. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que, alors les autres, non, je dis pas que les autres lancers n'ont pas progressé, loin de là, mais c'est celui qui a le plus progressé et qui maintient son niveau, quoi. Donc, ils sont obligés de mettre des minima de plus en plus haut. À 21,50, on sait très bien qu'on rentre en finale, mais ils sont obligés de mettre 21,50 pour se dire que sinon on va avoir trop de monde, quoi. Ouais. Par rapport à ce qu'on peut viser quand on s'appelle Frédéric Dagier aux Jeux Olympiques, c'est quoi ? Si par bonheur tu as la chance de te qualifier, qu'est-ce que tu pourras viser là-bas ? Une place en finale, mieux ? Totalement une place en finale. Dans ma tête, je vois pas moins. Je te dirais même que je vois mieux, forcément, sinon ça sert à rien d'y aller. J'y vais pas pour participer, c'est pas du tout mon... C'est pas ton état d'esprit. Hein. Ouais, pas du tout. Donc si tu veux, c'est au moins la finale, mais je te parle de la finale, c'est pas de rentrer dans les 12, c'est de rentrer dans les 8, quoi. Quand je vois 2021, je vois 2016, voilà, malgré tout, oui, ça a progressé, mais le jour des Jeux, il y a ceux qui font des perfs chez eux et ceux qui n'arrivent pas à faire des perfs là-bas. Et moi, la compétition, ça me transcende. Et à un moment donné, tu te dis, tu vas être à la maison, à Paris, quand ça va être ton tour de lancer, il y a la moitié du stade qui va hurler. Normalement, tu gagnes déjà 1 mètre grâce à ça, quoi. Donc, avec une préparation correctement faite, pas de blessure et pas de machin, non, il n'y a pas photo, c'est au moins la finale. Et puis, tu as des forces aussi maintenant qui t'accompagnent. Ah, totalement. Pour l'instant, la force m'épuise. Mais cependant, à ce moment-là, normalement, elle devrait me donner des ailes, ouais. Ça marche. Parce que je voulais te demander, tu as manqué de peu la qualification, que ce soit à Rio, à Tokyo. Mais s'il y a qualification à Paris, est-ce que c'est encore plus fort ? Est-ce que les Jeux en France, c'est le rêve d'une vie ? Je sais pas. On me l'a déjà posé. Je te cache pas que je. T'as du mal à réaliser, à te faire un. Non, c'est juste que, tu vois, Rio, moi j'y suis allé en accompagnant. C'était un truc de fou. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que si je les avais fait, ça aurait été incroyable. Après, les Jeux à Paris, ce qui est bien, c'est que tous ceux qui te suivent depuis des années, que ce soit de près ou de loin, les proches, tout ça, c'est quand même plus facile. Bon, malgré que les billets sont pas donnés, mais cependant. Voilà, sur place, il y a peut-être plus de monde qui peut venir te supporter, donc il y a un côté plus... t'es peut-être plus entouré, tu te sens plus chez toi, je sais pas, c'est peut-être plus facile par rapport à ça, effectivement. Puis après, il y a le public, même si les gens te suivent pas au quotidien, le fait que tu sois français et qu'ils te découvrent aux Jeux Olympiques, voilà, ils vont encourager le français. Donc ouais, je pense qu'il y a un côté plus... ça peut amener un espèce de dépassement de soi, de le faire avec, grâce au public et à ceux qui te suivent, chose qu'il n'y a peut-être pas forcément quand tu es très loin, comme à Rio ou à Tokyo, quoi. Ce sera ton dernier défi, peut-être ? Après, tu raccroches pour de bon ? Non, je pense pas. Ah, c'est intéressant, parce que non, je pense pas du tout. Justement. Non, je pense pas du tout. Tu vois, j'allais juste rebondir à ce que tu as dit juste avant. Tu vois, je manque de peu les minima pour Tokyo. Et c'était au championnat de France. J'avais encore le temps de les faire. Mais j'avais une compétition et je l'ai refusé, tu vois. Je l'ai refusé parce qu'effectivement, on avait des rendez-vous et qu'à un moment donné, la priorité, c'était déjà ça, en fait. Je m'étais fixé les France, c'est sorti, mais pas assez loin. Je me dis maintenant, c'est au bon vouloir, oui et non. Hein. La fédération, malheureusement, elle fait pas ce qu'elle veut. Hein. Il y a des minima, il y a des choses à respecter. Ils n'ont pas pu le faire. Mais dans ma tête, voilà, c'était un one-shot. Si je le fais là. Sinon, après, je me concentre sur le principal. Et là, effectivement, je me vois continuer derrière, en fait. S'il n'y a pas de blessure, on prend son pied. Hein. Et quel lien tu as avec la ville de Paris, justement ? Est-ce que tu as déjà visité ? Tu aimes cette ville ? C'est une ville un peu clivante. Parfois, il y a beaucoup de monde, les gens ne sont pas toujours sympas. Comment tu
tu vois un peu cette ville-là? Quel rapport, quel lien tu entretiens avec elle? Moi j'y vais, mieux je me porte. Il y a trop de monde là-bas. Ah, c'est l'enfer hein, quand on n'est pas habitué. Moi tu sais, dans le Loiret, à Montargis, c'est un peu campagne. Là malgré tout, tu vois, je suis venu à Nice tout à l'heure, je suis perturbé, il y a du monde. Moi j'aime bien les côtés un peu où je suis tranquille. Donc quand j'arrive à Paris, en général, tu vois, quand j'arrive à Gare de Lyon pour les regroupements, je suis stressé déjà. D'entrée de jeu, tu sors de Gare de Lyon, tu te fais agresser par tout le monde. Donc voilà. Après, par contre, c'est une très belle ville. Je pense même que ça va être l'occasion avec ma femme de pouvoir la visiter et puis de la redécouvrir peut-être aussi un peu avec ses amis. Ouais, alors j'y suis déjà allé quelques fois, mais si tu veux, c'est vrai que là, dans l'ambiance des jeux, je pense que voilà, ça va être différent. Ce sera peut-être plus agréable. Alors il y aura peut-être beaucoup plus de monde, mais, malgré tout. Mais cependant, c'est une autre facette. Ouais, c'est peut-être une autre façon de la voir. On en a parlé tout à l'heure. Tu as mis un terme à ta carrière l'année dernière. Ouais. Tu reviens. Tu dis j'ai eu un manque. Qu'est-ce qui te manque concrètement à ce moment-là? Quand tu dis « je reviens », c'est quoi le manque? Comment il se manifeste? C'est me bagarrer avec les autres. Tu vois, j'adore l'entraînement, le dépassement de soi. D'ailleurs, je m'entraîne tout seul, hein, je m'entraîne dans mon garage. Hein, donc concrètement, j'ai pas besoin d'être poussé à l'entraînement, moi, pour me dépasser, pour me mettre, je veux le dire comme je le pense, en vrac à des séances. Hein. Ma femme ne revient pas dans l'état que je me mets dans le garage. À vomir hein, tout seul, à me remettre sous la barre tout seul. Enfin, j'ai pas de problème de motivation. Tu fais ta muscu dans le garage Ah ouais, mais de toute façon, je m'entraînais déjà comme ça mes 10 premières années. À la dure, c'est là que je me révèle le mieux, en fait, quand c'est dur, en fait. T'as besoin de ça. Tu regardes tous mes records de France, ils sont faits pratiquement à la dernière compétition et tout le temps au 6e essai. C'est quand je suis dos au mur que je suis le plus dangereux, quoi. Donc, je me mets d'entrée de jeu en difficulté, tu vois. J'ai un travail extrêmement compliqué. Donc, voilà, ce qui m'a manqué, c'est ça, en fait. Cette espèce de rapport de bagarre, d'aller battre les autres, en fait. Surtout qu'il y a quand même un Français qui a pris le record de France en salle l'année dernière, qui s'entraîne, lui, aux États-Unis, que je connaissais déjà depuis quelques années, hein, mais qui commence à se révéler. Fred Moudani, Fred Moudani, qui du coup est parti s'entraîner il y a quelques années dans le système un peu universitaire aux États-Unis là, et il commence à être bien. Donc, si tu veux, d'un seul coup, tu sais, ça te remet parce que malgré tout, pendant les quelques dernières années, j'étais pour être prétentieux, mais assez dominant dans la discipline. Il y avait très rarement où je suis arrivé aux France en me disant bon bah là je vais pas gagner. Alors que là d'avoir une vraie concurrence, même un mec même clairement qui est plus fort que moi pour le moment, hein, vu que j'ai pas relancé. Ouais, moi je marche à ça. Si tu veux. Je sais pas si c'est de l'ego ou si c'est la volonté d'aller battre les autres, mais j'ai besoin de cette confrontation en fait. Ça a été trop rare en France en tout cas dans ta carrière. Ça t'a peut-être manqué à certains moments aussi. T'as besoin de ça, t'aimes ça aussi. Bah il y a ça, ouais. Alors en plus la difficulté en France, c'est que si tu veux, on est comparé aux États-Unis, un mec comme moi aux États-Unis, il y en a 20. En France, il y en a un, et là du coup il y en a 2. C'est une chance, faut pas la louper quoi. C'est sûr. Clairement. Au contraire, ça peut être bien et pour lui et pour moi et pour la Fédé et pour le lancer de poids de se dire bah voilà, si on se tire la bourre tous les deux, peu importe qui gagne, enfin en tout cas moi je ferai tout pour, mais dans le sens où derrière ça monte le niveau quoi. Ça monte le niveau et c'est bien. Par rapport justement aussi à ton actualité, c'est aussi cette cagnotte que tu as lancée en ligne. On mettra le lien justement en dessous de cette vidéo et de cette émission pour que les gens, s'ils souhaitent te soutenir, puissent le faire. Totalement. À quoi va servir cet argent? Explique-nous un petit peu. On est lanceur de poids en France. Comment on a besoin de financer sa saison? Comment ça se passe? Voilà. Alors déjà, j'ai lancé cette cagnotte tout simplement parce qu'en fait, moi, je travaille à côté. Donc moi, mon salaire me permet de vivre comme une personne classique. Hein. On paye la maison, les courses. Une chaîne de supermarché. Exactement, dans les fruits et les légumes. Et si tu veux, mon salaire me permet de vivre correctement, hein, tout simplement, comme tout le monde, à peu près. Mais au-delà de ça, là, la préparation, alors qu'elle soit olympique ou pas, une préparation de haut niveau, tout simplement, ça coûte des sous. Alors qu'est-ce qui coûte des sous? Il y a le matériel. Alors ça va de la musculation, donc il y a des choses qui s'abîment, donc du matériel de musculation, c'est pas donné, hein, clairement, surtout si on veut de la qualité, surtout quand on commence à mettre lourd comme moi je mets. Ensuite, il y a le textile. Alors des vêtements un peu précis, ça s'abîme, ça dure une saison maximum. Il y a les chaussures, j'en passe au moins une paire tous les mois et demi. Ça va très très vite, les chaussures techniques, et c'est 150 € la paire. On s'en rend pas compte. Hein, mais non, on s'en rend pas compte, mais sur un an, t'arrives peut-être même à 1000 € de chaussures, quoi. Ensuite, il y a les soins, voilà, donc tout ce qui est soins. Alors, il y a des choses qui sont prises en charge, mais après, au bout d'un moment, quand on s'entraîne 7 jours sur 7, à peu près 3 heures par jour, si tu veux, le kiné, l'ostéo, le machin, au bout d'un moment, c'est plus pris en charge. Donc ça te coûte des sous. Et si tu veux faire la chose correctement, il faut un bon suivi. Ça coûte des sous. 70 € à chaque consultation, la moyenne. À la fin de l'année, je te laisse faire le calcul, mais c'est monstrueux. Et après, il y a le côté aussi un peu stage, déplacement.
Alors moi, je suis pas trop stage parce qu'à un moment donné, j'essaie toujours de m'organiser, qui fait que dans mon contexte au quotidien, j'ai ce qu'il me faut, et là c'est le cas. Mais cependant, de temps en temps, voilà, de changer un peu d'air, d'aller se confronter avec 2-3 nations sur un lieu extérieur, mais ça coûte des sous, hein. C'est même ce qui coûte sûrement le plus cher. Et après, il y a tout ce qui est nutrition, compléments alimentaires, et ça, c'est très très cher. Justement, Romain avait regardé ça, justement. Oui, c'est dans une ancienne interview, tu disais, quand on est lanceur de poids, l'alimentation, c'est le prix d'un loyer quasiment. Ouais, c'est pire maintenant même. Ouais. C'est quand même plus cher aujourd'hui, hein, avec Ouais. l'inflation, on va pas se blaguer. Moi, je le sens bien. Tu fais 200 € de course, tu ressors avec 3 sacs. Au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Ma femme, elle me regarde de travers un peu. Je te cache pas, quand on fait les courses, hein. Là, non, vraiment, ça, c'est très très compliqué. Quand on fait 120 et quelques kilos comme toi, on est obligé de manger beaucoup, quoi. Et puis quand on cherche à en faire 130, parce que voilà, on fait beaucoup de musculation, mais de toute façon, je vais prendre. Il y a la nourriture, il y a les compléments alimentaires, et ça, c'est un loyer. Ah ouais. Et encore, c'est parce que je me restreins. Okay. On est clairement sur ça. Je me restreins très clairement. Je mange pas, quand je fais des courses, je mange pas ce que je veux. Et au niveau de la cagnotte, tu as besoin de combien? Et Romain avait aussi remarqué qu'en 2016, ça avait plutôt bien fonctionné. Tu avais déjà fait ça pour les Jeux de Rio. Alors on avait fait différemment. On avait créé un petit, merde, j'ai perdu le nom, mais c'était avec un compte dans une banque. Voilà, exactement. Il y avait eu 2-3 partenaires, même 3-4 qui avaient mis un peu de sous. Après, pareil, les amis, la famille, les choses comme ça. Ça avait là, permis tu espères de. Combien pour Alors moi, j'ai mis un montant de 10 000 €. Maintenant, si je les atteins pas, je les atteins pas. Mais dans ma tête, si tu veux, je me serais organisé pour le faire sans. Mais voilà, là, la cagnotte, en plus, on arrive petit à petit, presque à la moitié. Bon, c'est pas encore ça, mais cependant, c'est énorme pour moi. Bah, clairement, ça va faire une différence, hein. Je vais clairement pouvoir m'acheter tout ce qu'il me faut en paire de chaussures, les textiles, les machins. Enfin, en gros, j'aurai le minimum syndical pour faire les choses bien. Et c'est le plus important. Donc, la cagnotte, en fait, elle sert clairement à ça, quoi. Voilà. Et à Rio, vous avez réussi à récupérer combien, justement? J'ai pas le. C'était plutôt un peu Magali Brissot, un peu du Krebs qui gérait ça. Moi, dans les papiers, je suis pas trop. C'est pas trop mon fort, elle gérait ça. Mais ça a permis d'acheter pas mal de matériel, hein. Moi, j'avais pu me faire une belle gamme de poids. Il y avait eu pas mal de javelots d'acheter. On avait pu faire un aller-retour à Rio pour moi. Quelques stages, quelques soins. Enfin, c'était au moins quelques milliers d'euros, hein, facile, hein. En tout cas, c'est un vrai plus dans une préparation totalement, comme ça. Totalement, parce que sinon, c'est des sous que je vais sortir moi. Ça, et malgré tout. Voilà, quand on est papa, quand aujourd'hui la vie elle est pas donnée, tu commences à dire voilà, la chaussure elle va faire 3 mois de plus. Et pourtant elle est usée, c'est pas le même rendu dans le plateau, c'est pas le même retour technique, mais c'est les performances qui en pâtissent derrière, quoi. Bah si tu veux, c'est plein de petits détails, plein de petites choses, mais si tu le mets bout à bout, la différence elle est vraiment conséquente, quoi. Okay. On en est là. Alors peut-être revenir aux origines. Donc on l'a dit, hein, tu es né dans le Loiret. C'est ça. Mais tu as une enfance compliquée. Est-ce que tu peux en parler davantage? Ouais, bien sûr. Bah, le contexte, en fait, moi, de mon haut niveau, je dirais mes 10 premières années, même un peu après, il reste compliqué. Alors, il y a toujours pire, hein, on est d'accord. Mais cependant, moi, ma maman était très malade, hein. Elle était atteinte d'une maladie qui l'a malheureusement emportée quand j'étais assez jeune. Je devais avoir 15-16 ans. Donc je l'ai toujours connu malade. Ça a imposé en fait à la maison, avec moi, mon père qui a une entreprise dans le bâtiment et entre une douzaine et une quinzaine de salariés à gérer. Bon, bah, il a pas été, c'est pas qu'il n'a pas été présent, mais bon, voilà. C'est compliqué entre une maman malade et un père qui gère une grosse entreprise. Si tu veux, faut trouver sa place et la priorité, c'était pas le sport. Donc ça a toujours été compliqué parce que, si tu veux, moi, j'ai des souvenirs. Mon premier record de France, c'était à Gien sur une compétition. Donc, j'étais avec Jean-Pierre. Voilà, je fais le record de France qui était déjà en minime, faire plus de 19 mètres, même au niveau mondial, c'est assez rare. Je rentre à la maison, j'étais tout content d'annoncer ça, en fait. Et si tu veux, bah non, ma mère s'était retrouvée à l'hôpital et s'est fait opérer en urgence. Enfin, on est passé obsolète. Donc, si tu veux, ça a toujours été compliqué parce que psychologiquement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en même temps, tu comprends très bien que voilà, c'est que du sport et que là, il y a des choses bien plus importantes. C'est pour ça que j'ai toujours réussi à faire la part des choses. Mais voilà, le contexte est compliqué. Derrière, après, bah voilà, je me suis retrouvé donc sans ma maman. Je me suis retrouvé aussi sans mon papa, à qui on a eu quelques désaccords, voilà, pour faire un peu simple. Donc, je me suis retrouvé à vivre une partie chez ma grand-mère. Après, je me suis un peu émancipé. J'ai pris mon appartement. Faut se débrouiller financièrement. Donc moi j'ai de suite travaillé en fait, hein. Je travaillais à la ville de là où j'étais, tout simplement, dans les espaces verts, parce que bah, voilà, donc j'étais déjà dans le même contexte qu'aujourd'hui en fait, de travailler à côté, m'entraîner, enfin voilà. Donc ça n'a jamais été très simple, parce que finalement, même quand tu fais des bonnes performances en France,
t'as pas réellement tu peux pas être professionnel ou t'as pas beaucoup d'aides qui font que tu peux te consacrer qu'à ça en étant serein sur l'avenir en fait. Voilà. Donc j'ai toujours vécu ça en fait. Tu dis justement, j'ai toujours bossé, j'ai toujours travaillé. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? Tu as bossé un temps au Nice Côte d'Azur Athlétisme. Ensuite, tu as travaillé aussi dans une banque. Dans une banque, oui. Et depuis quelques mois maintenant, tu bosses, on le disait, dans une entreprise de supermarché, dans les dans la fruits, grande dans les distribution. légumes. Ouais. Dans la grande distribution. Comment tu organises tout ça entre ta vie de famille, ta vie d'athlète et ta vie justement aussi professionnelle dans cette entreprise? Comment ça se passe concrètement? Bah là, ça se voit peut-être pas, mais il y a des gros postes sous les yeux. Tu as travaillé ce matin? Ouais, j'étais à 3h ce matin. Ça fait des grosses journées, en fait. Le plus dur, en fait, c'est la récupération. C'est aussi pour ça que j'ai, avant de me relancer, avant d'officialiser, même si je m'entraînais, comme je disais, tous les jours, je voulais voir si c'était rentable. Parce que s'entraîner encore plus dur, il faut récupérer. Et effectivement, alors le travail, moi, j'ai des horaires où je me suis organisé parce que la boîte où je suis, voilà, on quand même comprenne le défi que je me suis lancé. Donc, comme on est plusieurs, on s'organise. Je prends les horaires du matin, donc je commence très tôt, hein, à 3h30, 4h, on attaque. Je finis aux alentours, plus ou moins 10h, hein, quelque chose comme ça. Derrière, je rentre. Donc là, ma femme, qui a déjà fait la nuit avec la petite, voilà, je dors 2 heures en rentrant. Non, je dors 2 heures en rentrant. J'essaie de prendre un petit peu le relais derrière l'après-midi pour qu'elle puisse un peu se reposer. Alors des fois, quand elle arrive à dormir, on dort tous ensemble. Mais ça arrive pas souvent. Et derrière, on part à l'entraînement. Hein. Donc j'ai surtout, alors c'est extrêmement physique, mais j'ai aussi et surtout la chance. C'est pour ça que j'en avais beaucoup parlé avec ma femme, que j'ai une femme exceptionnelle là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, alors c'est pas que je suis absent, hein, je m'occupe énormément de ma fille dès que je peux, tous les soirs, tout ça, mais elle prend le relais pour que je puisse aller m'entraîner 2h30, 3h, sachant que ma femme s'entraîne tous les jours aussi, hein, pour son bien-être, mais elle vient s'entraîner aussi, donc on arrive malgré tout à tout faire. Et ça, c'est une passion commune. Parce qu'elle me soutient en fait, elle me soutient. On n'a même pas idée ce que c'est en fait d'être à la place d'elle en fait, de soutenir quelqu'un. Alors c'est dans les deux sens, hein. Des fois c'est l'inverse, hein, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir accepté ce rôle. Donc c'est la fatigue en fait qui est dure à gérer. Donc on fait au mieux, voilà. Après on étale sur la semaine, hein. Du coup je m'entraîne 7 jours sur 7 pour essayer d'étaler au maximum les séances, pour essayer de mieux les encaisser. On différencie bien les séances physiques des séances techniques. Enfin voilà, on est dans une organisation avec Jean-Pierre pour faire au mieux. Alors, j'avais repris une interview de toi qui date d'il y a quelques années. On te posait la question est-ce qu'on prend du plaisir quand on est lanceur de poids? Et toi, tu expliquais que ce qui te plaisait, c'était ce mélange entre force et technique. Ouais, c'est vrai. Si tu peux nous détailler un peu c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, comment expliquer, un lanceur de poids, je dirais que dans les lancers, c'est pratiquement les lanceurs les plus forts, et même à très haut niveau, par exemple au championnat du monde, là, les 2 premiers, c'est des mecs qui sont pratiquement aussi forts que les hommes les plus forts du monde, à ce qu'on voit à la télé, hein. Donc on est vraiment sur un truc assez conséquent, mais malgré tout, être très fort, c'est pas ça qui fait lancer loin. Ce qui fait lancer loin, en fait, c'est de pouvoir utiliser cette force et de la mettre en fait au service d'une technique qui va produire en fait une belle performance et lancer loin. Et en fait, c'est le cheminement d'arriver à ça en fait qui me fait réellement plaisir en fait. C'est-à-dire que on est capable, voilà, je fais 220 kg développé couché, ouais, mais il y en a plein qui doivent faire ça, enfin plein. Il y en a quelques-uns qui le font dans les salles de musculation, mais s'il faut lance le poids 8 mètres, ouais, je m'en doutais, ça se voyait. Non, mais par exemple dans une salle de musculation, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs qui étaient très fort, j'aurais fait lancer le poids, ça tombait à 7 ou 8 mètres. Parce qu'après, voilà, il y a toute une technique aussi. Voilà, on a une base de force très, très conséquente. Derrière, il faut faire des exercices qui permettent de la rendre explosive, de la rendre rapide, de la rendre effective, en fait, pour ensuite, après, allier à ça le travail technique, et ensuite, ça fait une performance. Et ça, c'est pas le plus fort qui gagne, en fait. C'est celui qui arrive à tout faire. Alors, on parle de technique. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as changé radicalement ta technique. Hein. Ouais. Tu es passé de la translation à la rotation. Ouais. En 2016. Si tu peux nous expliquer les grandes lignes de différence. La rotation, ça n'a jamais été finalement une inconnue pour moi, réellement. Okay. Tout simplement parce qu'avec Jean-Pierre, nos 10 premières années, on était en translation. On a eu quelques essais en rotation, et il y a même une fois, je me souviens, après le record de France cadet, où je fais 19 mètres 59 en salle.
Juste derrière, voilà, j'étais un petit peu en repos, je lance à l'entraînement et il me dit bah, pour changer, là, vu qu'on est en repos, tu lances en rotation. Je suis allé aussi loin. Ok. Sauf que derrière, on s'est posé la question, Jean-Pierre n'avait pas forcément à l'époque l'œil technique. Moi, je me dis, bah, ça marche en translation, pourquoi changer, enfin, finalement, voilà. Après, en junior, on a eu un stage à l'INSEP où on a eu la chance d'avoir un très grand coach américain qui m'a dit, il faut que tu passes en rotation. Alors, on a encore hésité. Enfin, voilà. Je pense que j'avais une hésitation, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, alors, honnêtement, je pense que j'aurais été plus loin parce qu'elle me va très bien, cette technique. Et en 2016, quand je suis allé voir les Jeux, en fait, j'étais dans le stade, je me sentais pas du tout à ma place. Pour moi, ma place, elle était dans le stade. Ouais, c'est pas évident. Ouais, ça a été compliqué, hein, psychologiquement. Et en fait, quand je suis rentré, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose. En fait, je peux pas rester à 20 mètres, là. Il manquait 1,50 m. Et la différence, pour bien expliquer un petit peu, ça ressemble à quoi entre Alors, l'un et l'autre la translation, c'est comme un pas chassé, en fait, tout simplement. C'est un pas chassé, on est dos à l'air, alors, comme en rotation, mais on se déplace en arrière et on se retourne pour lancer. Okay. Après, rotation, ça va être un peu visuellement comme le disque, sauf qu'au lieu d'avoir le bras là... plus tourner un peu. Voilà, on fait un tour, en fait. Alors que la translation, exactement, c'est sur une ligne droite. Le poids qui part de l'arrière de l'air de lancer pour aller vraiment vers l'avant et tu propulses. C'est ça. Il y en a un, c'est comme un pas chassé. Les meilleurs du monde lancent tous en rotation. Il y en a eu, alors parce que l'Allemand David Storl, pour l'instant, je ne sais pas s'il va reprendre ou s'il a arrêté. Bon, pour l'instant, il est un peu en stand-by. Il a fait comme moi, il a fait une pause. Il était en translation et il était toujours dans le top 6-7. Donc voilà, il y a toujours moyen de lancer très loin en translation. Je pense juste que la rotation, elle permet avec des qualités... je dirais que pour faire 20 mètres dans les deux techniques, on peut se permettre d'être moins fort physiquement en rotation qu'en translation. En translation, pour faire 20 mètres équivalent, il faudrait être plus fort. Fred, cette émission touche déjà à sa fin. Ouais. Merci à toi d'avoir pris ces quelques minutes après le boulot pour venir nous voir sur Nice. C'est avec plaisir. On le dit, t'habites dans le Var aussi, tu t'entraînes là-bas. Ouais, il y a une petite... Donc il y a quand même de la route et merci à toi en tout cas d'avoir fait le déplacement. Je vous remercie à vous. Ouais. Merci à toi également Romain. Pour ton expertise comme d'habitude. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, vous le savez désormais, pour un nouvel invité. Merci également en régie à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Voirgard et également Karine Bautier qui ont encore une fois été des aides précieuses sur la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.